À la base, quelqu'un d'omniscient, c'est quelqu'un qui sait tout. Et nous, Marcus, le palabreur culturel, et Marie, la madame obsédée par la culture, on est persuadés de tout savoir mieux que tout le monde. Donc à travers un ping-pong de références aussi bien pop qu'artistiques, on redéfinit la culture. Alors branchez-vous toutes les 2 semaines pour écouter vos 2 saltimbanques préférés. Who are you referring to? Tout le monde m'appelle LOL. Vous voulez pas que je m'embourgeoise ou quoi? I want to make history. Pour un garçon, ça serait history, et pour une fille, ça serait history. Mais une autre prononciation. Which was more culturally significant, the Renaissance or Single Ladies by Beyoncé? That's all. Culture. Aujourd'hui, on va vous parler du cul de David, d'occupation d'espace et de l'art, du beau et du bon. C'est tout. Omniscient. Bonjour. Alors, Hi. vous connaissez The Deal now. Nous allons commencer par une petite définition de notre cher Robs, du cher Robert. Alors pour lui, la sculpture, c'est une représentation d'un objet dans l'espace, au moyen d'une matière à laquelle on impose une forme esthétique. Comme d'hab, Robs, you hate. Quelle est ta définition de la sculpture, Marie ? C'est drôle parce que pour le coup, pour moi, il y a des mots qu'on a utilisés où il y avait vraiment une élasticité de la définition. Je trouve que la sculpture n'est pas tellement dans cette case-là puisque globalement, c'est quand même un objet d'art qui fait partie aussi de la catégorie des beaux-arts, donc ça c'est intéressant. Je pense que moi, ce que je pourrais dire sur la sculpture, c'est un médium artistique que j'apprécie énormément, et ça c'est pas le cas de tout le monde. Donc déjà il y a ça, et aussi pour moi c'est aussi un peu un symbole de l'art tel que les beaux-arts sont présentés, l'art qui est plutôt perçu comme privilégié, et en même temps aujourd'hui avec toutes les expos d'art contemporain qu'on a fait, je pense que ça renverse un peu cette image, ce peut-être cliché que j'ai de la sculpture. Et toi ? C'est marrant que tu aies parlé d'élasticité. Je dirais ouais que concrètement, il n'y a pas 26 000 définitions qu'on peut apporter à la sculpture, si ce n'est que c'est vraiment un type d'art qui est extrêmement large et qui a une certaine élasticité, je trouve. Il y a un truc très... Pour moi, c'est le type, enfin, l'un des types de beaux-arts qui est le plus palpable. J'ai l'impression que c'est un type d'art où j'ai l'impression qu'on peut vraiment s'en toucher. En plus, c'est ça qui est ouf. Ressentir, on ressent les différentes textures. Il y a quelque chose où c'est aussi l'un des rares beaux-arts qui a en 3D en fait. C'est-à-dire que voilà, on peut le voir, on peut tourner autour de cette œuvre-là et en même temps, il y a des milliards de types de sculptures. Et je trouve ça extrêmement intéressant, quoi. Donc, je dirais c'est un type d'art très élastique, quoi, finalement. Eh ben, excellent. Je pense qu'il est temps du coup de rentrer dans le talk Yeah. et commencer par vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de sculpture et notre rapport plus largement avec les beaux-arts. Donc c'est un épisode où on veut parler spécifiquement de la sculpture parce qu'on est deux fanas du musée d'Orsay par exemple, Ouais. mais dans les musées, moi c'est vrai que j'ai tendance à graviter énormément vers les sculptures avant tout, plus que par exemple les peintures ou que la photographie, et je pense que toi c'est un peu pareil, et donc du coup on voulait vous parler de notre rapport aux beaux-arts sous le prisme de la sculpture qui est peut-être la discipline qui nous fait kiffer le plus finalement. Que vous dire, moi de mon côté, mon rapport à la sculpture c'est vraiment, ça a commencé quand Bernard, et ça je pense que je l'ai déjà dit dans Bonjour, Bernard c'est mon père, m'a amené faire tous les musées de Paris quand j'étais en vacances de Noël, et que je me suis retrouvée un jour au Louvre face à la victoire de Samothrace. Et j'ai fait « Stop the car, please, para el coche, por favor ». Et que je me suis dit « Pardon, mais comment est-ce que cette œuvre peut être aussi terriblement belle que je peux passer 15 milliards d'heures juste posée là, dans cet escalier, à regarder la victoire de Samothrace. S'en est suivi une obsession où j'ai eu la petite statuette, l'affiche, la carte postale, l'éventail aussi, enfin bref, parce que moi j'adore quand je suis obsédée, She's a merch girly. I love that. If that makes me a capitalist, then I'm sorry. À quoi ressemble cette sculpture ? Donc, la victoire de Samothrace, c'est déjà une sculpture qui a été retrouvée, qui est une énorme sculpture de Nike. Nike, c'est
c'est la déesse, oui, puisqu'on va parler bien sûr mythologie, la déesse de la victoire. Et donc Nike, la victoire de Samothrace, c'est une statue d'un corps de femme avec des ailes, sans tête, voilà, parce qu'on l'a perdue, qui a été retrouvée justement à Samothrace et qui représente donc la victoire. C'est une sculpture qui est très imposante. Quand on va dans le Louvre, elle est vraiment... quand on va, c'est dans l'aile de nom, il y a un escalier et à la fin de cet escalier, on a cette énorme sculpture. Autre endroit où on la voit énormément, c'est dans Ape Shit de notre chère et tendre Beyoncé Knowles Carter dans son clip qu'elle a fait justement au musée du Louvre, et c'est une des œuvres les plus emblématiques du musée du Louvre et que moi je trouve sublime. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Ça tombe bien parce qu'en plus j'adore la mythologie, et ce que j'adore avec les beaux-arts en général, c'est la possibilité de dépeindre. Pour le coup, pour moi, les beaux-arts classiques surtout, il y a 2 sujets, c'est la Vierge Marie et la mythologie. Et autant vous dire que moi, ils m'ont bien, finalement. Ils t'ont cerné. Ouais. T'avais quel âge à peu près? Je pense que je devais avoir 7 ans. Damn. Ouais, j'allais tous les hivers à Noël à Paris. C'était mon seul moment à Paris. Et mon père étant prof de littérature, grand fan culturel, bref, je suis la fille de mon père, m'a amené faire vraiment genre tous les musées. J'ai fait le Louvre, j'ai fait Orsay quand j'étais très jeune, j'ai fait Carnavalet, j'ai fait vraiment plein de musées parisiens, et c'était un peu mon moment culturel, ce qui fait que quand j'ai emménagé à Paris, j'étais en mode genre je sais que je vais adorer parce que ça va me rappeler tous ces moments où j'allais d'un côté à Disney, de l'autre au Carnavalet, et encore de l'autre voir par exemple l'Avare à la Comédie Française avec Denis Podalides. Damn. Voilà. Moi, mon rapport à la sculpture, en vrai, je pense qu'il peut être séquencé en 2 choses. Donc moi, je suis un pur produit du 94, certains le savent déjà, et j'ai vécu entre autres à Vitry-sur-Seine. Et à Vitry, t'as le musée Macval. Et en fait, un peu avant, donc c'était un musée que je trouvais un peu obscur. D'ailleurs, je l'ai fait que 2 fois dans ma vie, je crois. C'est souvent des expos. Enfin, à l'époque, j'étais pas très connectée à l'art contemporain, mais j'aimerais beaucoup le refaire maintenant. Mais en fait, le musée Macval est à côté d'une sorte d'énorme rond-point avec une sculpture dont j'ai oublié le nom. Donc, on va chercher ensemble en live là. Okay. Mais genre, en gros, je vais vous la décrire. C'est comme une sorte d'énorme menhir un peu cabossé, bleu, blanc, rouge et jaune, un peu comme dans la même énergie. Non, tu peux taper genre Macval. J'ai entendu Sopassa, excellent. Et tu vois, si on tape, voilà. Et alors, comment s'appelle, tu vois? Et c'est un peu les mêmes couleurs qu'un Mondrian, tu vois. Ça me rappelle un peu le travail de Niki de Saint-Phal, puisque en fait, oui, il faut tellement qu'on parle là de un moment des nanas de Niki de Saint-Phal. Purée, d'ailleurs, j'ai pas vu le film. Le film, ouais, moi, avec Charlotte Lebon. Ouais, Charlotte Lebon, quelle reine. Et elle ressemble tellement en plus à Niki de Saint-Phal. J'ai adoré, je sais pas si j'adorais, j'ai pas trouvé ce film parfait, mais je trouvais que c'était une vraie proposition artistique qui a fait que il est dans ma liste de lecture Letterboxd, films qui m'ont donné envie de créer. Waouh! Parce que je trouve que dans le choix de réal, qui est un choix que je sais même pas si je suis d'accord et si j'aime, mais j'ai trouvé qu'il y avait un vrai choix dans la réal, dans le montage, et aussi parallèlement, je trouve que Niki de Saint-Phal en fait est une femme extraordinaire. C'est une des expos que j'ai fait quand j'étais petite, c'était sur Niki de Saint-Phal avec mon père quand j'étais à Paris, et juste elle a une vie dingue, traumatisante dans un sens. Il y a aussi tout un rapport avec la mythologie, car elle a joué les enfants, non pas les enfants terribles, mais la pièce de Cocteau qui est une adaptation de Oedipe Roi, qui est sûrement là. Bref, et donc du coup, j'adore Niki de Saint-Phal, je suis fascinée par cette madame. Son processus créatif aussi, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Moi, je pense que quand on parle d'art, moi, personnellement, je pratique l'art, et l'intention, c'est un truc que je trouve qui est trop, trop, trop important. Et pour moi, elle, c'est une des artistes qui fait de la sculpture qui est so intentionnelle, et c'est ça que j'adore avec elle. Mais du coup, j'ai retrouvé le nom de la sculpture, les guys. C'est une sculpture de Jean
Dubuffet. Voilà. Et donc, en fait, il faut imaginer une grande sculpture qui fait genre, je sais pas, genre, j'ai envie de dire, quoi, 14 mètres de haut, en fait. Euh, et certains disent que voilà, c'est un peu comme une sorte de flamme, de résistance et de liberté. Mais donc voilà, moi quand j'étais petit, je crois que c'était un peu une sculpture que je voyais tout le temps, parce qu'elle est au milieu d'un rond-point, donc en fait, presque, tu banalises le fait de la voir. Et je me souviens quand la première fois de ma vie, j'ai fait un musée dans lequel il y avait une œuvre de ce monsieur Jean Dubuffet. Là, j'étais en mode, mais c'est fou en fait, ce mec-là. Moi, c'est juste le mec qui a fait un truc sur le rond-point de Vitry, quoi. Mais bon, je pense que c'est un peu la première sculpture que j'ai vue dans ma vie et qui était vraiment là dans mon quotidien, quoi, sans que je réalise que c'était de l'art, chose que je trouvais assez intéressante. Et puis après, il y a eu le musée d'Orsay aussi, évidemment. J'arrive plus à me souvenir la première fois que j'ai été au musée d'Orsay, mais je pense que je devais être au collège. Et je suis tombé amoureux en fait de ce musée parce que le musée en lui-même, ses murs sont pour moi, je trouve, des petits bouts d'œuvres d'art, cette magnifique horloge, architecturalement, comment est-ce qu'on a réhabilité cette gare. Enfin, je suis tombé amoureux du musée d'Orsay. Et puis, je trouvais ça génial de voir des étudiants en art qui faisaient des dessins. Ah ouais, ça, c'est tellement stylé. Et en fait, le musée d'Orsay, c'est ça. En fait, pour moi, c'est un musée. C'est vraiment un musée qui t'accueille avec ses sculptures et cette sorte de hall avec toutes ces sculptures qui se regardent. Il y a vraiment une sorte de chorégraphie qui est trop, trop belle. Et moi, j'étais obsédée par ces jeunes qui dessinaient les sculptures et qui, du coup, analysaient l'anatomie. Et je trouvais ça génial. Je pouvais les regarder pendant des heures. Ouais. Et donc, je pense que c'est un peu ça, mes deux introductions à la sculpture, quoi. Okay. Tu vois, c'est autant finalement une sculpture d'art contemporain qui était là depuis que j'étais tout petit et les sculptures très classiques, très représentatives des beaux-arts, mais aussi comment est-ce que les gens se les interprétaient avec le dessin, quoi. Je trouvais ça trop beau. Moi, ça me fait penser, en fait, j'étais en train de me dire, depuis toute petite, je mets les pieds dans le musée, j'ai ce rapport hyper décomplexé qui est que, enfin, il m'est arrivé plein de fois je fais rien pendant 2 heures, même une pause déj maintenant que je travaille, et je me dis, je travaille à côté du musée d'Orsay, à côté du Louvre, je peux passer faire une balade, mais se pose aussi la question de la légitimité d'aller dans le musée, comment est-ce qu'on se sent légitime face au musée, la sculpture, et je pense que ça pose cette question. Moi, j'avoue que, en fait, mon cheat code, j'avoue que j'ai jamais vraiment ressenti ce truc de je me sens pas légitime parce que je suis toujours rentrée aussi dans le musée aussi sur le rapport esthétique de, en fait, est-ce que je trouve ça beau? Est-ce que ça m'apporte des émotions? Donc, j'ai pas eu ce sentiment de, en fait, j'ai rien à faire ici, je sais pas. Alors que il y a plein de choses que je savais pas, que j'ai pas un background d'histoire de l'art, etc. Mais moi, mon cheat code, c'est vraiment, premier degré, de connaître la mythologie sur le bout des doigts. Ouais. Parce que, par exemple, je suis allée à Florence dernièrement et les 3/4 des œuvres qu'on voyait, j'étais en mode... Alors, en fait, là, l'histoire de ça, c'est ce mythe-là. Et en fait, là, dans la peinture, on voit que c'est parce qu'il y a ce truc-là, cette œuvre, par exemple, sur Leda, etc. Et en fait, je me suis dit, purée, c'est fou comment le musée peut être inaccessible si on n'a pas ce capital culturel. Coucou Bourdieu, vraiment je name drop dans ce mais podcast. Bourdieu, il faut le name dropper parce que c'est l'amour de ma vie, quoi. Mais voilà, donc je pense que, et toi, genre, quel est ton rapport à ça? Qu'est-ce que t'en penses de cette question de légitimité? Et moi, limite, cette question de légitimité, je me la pose plutôt quand je vais voir de l'art contemporain, en fait. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Tu vois. Alors moi, cette question de légitimité, elle me fascine, vu que j'adore la sociologie et que j'adore la sociologie de la culture. Moi, je pense aussi que j'avais des sortes de cheat codes, pas au niveau de la façon dont j'appréhendais la chose, mais moi, mes parents, très rapidement, ont eu cette envie de m'emmener au musée et on n'avait pas forcément d'argent, mais du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on y allait le premier dimanche du mois. Comme ça, c'était gratuit pour tout le monde et c'est une histoire que j'aime bien raconter, quoi. Bon plan. Truc de... On voulait trouver des moyens d'y aller, et donc je me souviens de la première fois qu'on a été au musée du Louvre, etc. Et je pense que mon cheat code, ça a toujours été d'y aller avec énormément de curiosité, en me disant, j'ai jamais dit que je connaissais quelque chose, donc c'est pas grave, moi je vais pour apprendre. Ouais. Je pense que, en fait, et c'est un truc que j'ai beaucoup maintenant, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'institutions culturelles, notamment dans l'art contemporain, etc.
Et en fait, moi, je vais toujours aux visites presse et je vais toujours dans des musées en me disant, je ne sais pas forcément qui je vais voir et c'est pas grave. Mais je pense que c'est parce que je j'ai pas l'impression de miser ma vie. Je pense que c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'il faut y aller, de se dire, c'est pas grave de pas avoir les codes parce qu'en fait, t'y vas pour qu'on te raconte des histoires. Et c'est là où c'est hyper important pour moi qu'il y ait une bonne médiation culturelle C'est et clair. que les cartels soient bien écrits et qu'ils soient pas juste écrits pour une sorte d'entre-soi, pour nourrir une sorte d'entre-soi. Pour moi, c'est vraiment le rôle du musée que de faire des ponts pour que même si tu connaisses rien, tu sois quand même hyper content d'apprendre des trucs parce qu'on te raconte une histoire. Ouais. Et ça, je trouve ça trop intéressant. Et donc, cette question de légitimité, elle est évidemment hyper pertinente parce que il y a plein de musées qui font peur, il y a plein de gens qui se disent mais pourquoi est-ce que j'irai au musée ? Il y a plein de gens qui pensent que quand il faut aller au musée, il faut rester 5 heures devant une œuvre, alors qu'en fait, chaque musée se consomme différemment, chaque musée s'appréhende différemment. Et moi, j'adore dire ça aux gens qui, je pense, ont une image parfois de moi, ils se disent mais t'es tout le temps au musée, mais si, mais ça. Mais moi, parfois, genre, il est 20h, j'ai une journée de travail, je vais à ce vernissage et en fait, premier degré, je vais traverser les salles. Je ne lirai pas les cartels parce qu'en fait, j'en ai pas envie et que parfois, j'ai juste envie d'avoir un rapport très direct et j'ai presque envie de dire Élémentaire à juste élémentaire ton et, rapport, et très pratico-pratique avec les œuvres. Et parfois, j'ai pas envie de les philosopher, parfois, j'ai pas envie de les intellectualiser. J'ai juste envie de savoir si elles me parlent et si elles me font ressentir quelque chose. Et en fait, c'est là où il y a un truc même très intéressant en rapport à la critique, j'ai envie de dire, et un rapport à comment est-ce qu'on commente les œuvres ou non. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus hier, parce que je voulais faire un podcast là-dessus et en fait, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens parfois qui aient envie de philosopher autour de certaines œuvres et parfois t'en auras envie et parfois t'as juste envie d'avoir une sorte de réaction presque épidermique à certaines œuvres et juste te dire bah là ça m'a touché. It's me, I'm Kathy, I'm so cool. Oui, parce que le fait est que quand nous deux, on se retrouve au même vernissage, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué, car la goofiness en nous prend souvent le dessus. Et le Wuthering Heights, c'est une référence à notre passage à la Fondation Louis Vuitton. Ouais, la semaine dernière. Où l'expo de Richter, certains de ces tableaux m'ont fait penser à Kate Bush, tout simplement. Wuthering Heights. Et c'est ça aussi qui est trop bien. C'est, pour moi, c'est le cross-média des beaux-arts aussi, tu vois. C'est, le fait est que, on en parlait dans l'adaptation il y a du coup 2 épisodes, mais ce rapport avec le fait qu'on va dépeindre un sujet et tu peux le voir en conversation, et c'est ça qui est trop bien aussi, c'est que tu peux le voir en conversation. Si tu vas au musée et que tu mets de la musique, tu vas avoir une autre expérience que si tu vas avec quelqu'un, que si tu vas en te baladant et en regardant autour de toi comment les autres vivent leur expérience du musée. Donc Non mais c'est vraiment ça que tu dis qui est enfin c'est ça t'as dit. Non mais genre en vrai en fait, je pense que chacun de nos vécus sont dans tous les cas pertinents sur nos façons d'appréhender les œuvres d'art. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de pas avoir peur de se frotter à ces sortes de murs et de barrières que tu as la sensation qu'on nous a imposées et de se dire, en fait, chacun avec nos expériences et nos rapports culturels, on peut lire ces œuvres et interagir avec elles. Absolument. Et en fait, il n'y a pas qu'un type de personne, enfin, il n'y a pas que les personnes bourgeoises qui vivent dans le 6e ou dans le 7e arrondissement qui ont le droit d'interagir avec ces œuvres, en fait, au contraire. Et moi, du coup, je viens souvent avec une sorte de curiosité et par exemple, entre gros guillemets, mon expertise au niveau du cinéma. Et c'est comme ça que je vais appréhender des livres ou que je vais appréhender des œuvres et notamment des sculptures, en fait. Tu vois, ou même le rapport à la danse, le rapport au corps. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes avec les musées, les beaux-arts et notamment les sculptures. Parce qu'en fait, on peut en faire ce qu'on veut, en fait, tu vois. Et toi, tu viens avec ton bagage de littérature et de mythologie. Ouais. Et ouais, d'ailleurs, s'il faut give un petit peu une sorte de petit background un petit peu culturel, en vrai, moi, je pense que s'il y a 2 éras un peu dans la sculpture où la sculpture a été extrêmement prolifique, ou du moins a été un peu la star of the show, c'est l'époque de la Renaissance, qui forcément, du coup, était très inspirée. Do not die, Marie. Mary's actually dying. Do you want some water? No, I'll be fine. It's fine, it's cool.
You can say that we are nothing, but you know the truth. Non mais oui, genre la Renaissance, donc époque relativement influencée par la Grèce, Rome, la mythologie, donc A Time for Marie. I mean, not la Renaissance curly, but like l'époque de la Renaissance et les œuvres qui sont nées de la Renaissance are literally made for you. Et what a good coincidence, le 19e siècle, ce siècle qui me passionne, qui a aussi été un peu une période hyper charnière pour tout ce qui était sculpture, parce qu'en fait, le 19e siècle, c'est aussi du coup ce renouveau de la bourgeoisie, de plus en plus de personnes qui s'enrichissent, parce que révolution industrielle, et donc de plus en plus de personnes qui disent, bah en fait, on veut faire comme les aristocrates, donc on veut qu'on fasse nos portraits, et on veut aussi avoir de belles sculptures dans nos beaux châteaux, dans nos beaux manoirs, ou dans nos beaux hôtels particuliers. Et donc c'est vraiment des époques qui, dans tous les cas, ont toujours été relativement inspirées par d'autres œuvres passées, qu'elles soient des livres ou des peintures ou des mythes. C'est ça qui est vachement intéressant, quoi, tu vois. Ouais, moi je trouve que la sculpture, c'est vraiment un médium qui montre comment, en fait, on a des espèces d'histoires et d'idées et de concepts et de mythes qui ont fondé, pour le coup, nos sociétés. Et c'est hyper intéressant de le voir traduit, en fait, dans du marbre, dans du bois, dans toutes sortes de matières. Et moi aussi, ce que j'aime trop dans la sculpture, c'est la physicalité de la chose. Je suis émerveillée particulièrement. Alors, en plus, pour le coup, je suis tatouée, même une sculpture qui est juste là. Vous ne la voyez pas si vous nous écoutez, mais j'ai le buste de Héra sur le bras. Et en fait, c'est aussi ce rapport avec le corps. Comment est-ce qu'on traduit vraiment quelque chose qui est très proche de nous? Comment est-ce que... Moi, ce qui me fascine, et ça, j'en parlais sur l'épisode de Bonjour aussi, quand je parlais de l'enlèvement ou le rapt de Proserpine, en fait, on voit la marque des doigts de Hadès / comment il s'appelle en romain, c'est... Hadès ou... Jupiter, c'est Zeus. Poséidon, c'est quoi encore? Poséidon, c'est... Mais attends... Meuf, I'm just losing everything. Moi aussi. Pluton, c'est Hadès. No way! Yeah, Sam. Et c'est la planète la plus loin parce que aussi Hadès, c'est... How dare they? Ouais, mais il est envoyé aux enfers, il est pas chez les Olympiens aussi. Donc oui, donc voilà, mais c'est la marque de ses doigts. En fait, ça raconte, on raconte en une, pas image, mais en une sculpture, on raconte en fait énormément. Et moi, les sculptures qui me fascinent particulièrement aussi, c'est les sculptures qui sont des adaptations des métamorphoses de Ovide. Voilà. Daphné qui devient un laurier. Daphné qui devient un laurier, cette sculpture. Et le Bernin, en fait, ce monsieur... complètement dingue. Ce monsieur slay de ouf. Le Bernin, c'est un sculpteur italien qui a fait, qui je trouve a un travail du corps qui est dingo, qui est tellement proche de la réalité et en même temps tellement... moi, je ressens énormément d'émotions quand je vois son travail. Je trouve qu'il y a un côté dramatique, il y a un côté lyrique dans la sculpture qui me produit, pour n'en citer que quelques-uns. Après, moi, j'avoue que aussi, je suis une des grandes fans, bon, c'est peut-être pas le bon mot, c'est pas un terme que t'adores, mais je veux dire, j'aime énormément, et ça, à mettre en contexte, le travail de Rodin et le travail de Camille Claudel. Alors, Rodin a été un énorme, sombre connard avec Camille, mais, enfin, pas de mais, point final. J'adore aussi un des endroits où j'adore me balader, c'est le musée Rodin, où il y a ces sculptures et où il y a des sculptures de Camille Claudel qui sont deux sculpteurs et sculptrices qui sont juste d'un talent fou. Et c'est un très beau musée d'ailleurs. C'est fun fact, le dernier musée que j'ai fait avant le confinement. Ok. Et j'avais vraiment j'ai dû le faire une semaine avant qu'on soit confiné et c'était une trop belle expérience. J'y avais jamais été avant et c'était trop trop beau. Moi, c'est un musée où j'ai pratiqué des dates. Voilà, parce que moi... Mais t'as un gros cerveau parce que c'est très date... C'est très date appropriate. Yeah. Mais moi, les musées et les dates, mon date préféré, c'est aller au musée avec quelqu'un et juste... Enfin, je sais pas. Ça va aussi après avec mon... Mais moi, non, j'avais pas fait 36 000 dates au musée d'Orsay, but I did dates au musée d'Orsay. I did one. Oh, I did. Et j'arrive et on se balade et on tombe sur l'origine du monde.
Premier date. Premier date. Et en soi, c'est un très beau tableau. Bravo, Le Courbet. Enfin, je crois que c'est Le Courbet. Ouais. Mais c'est fact-checkons, mais je crois. C'est Gustave Le Courbet, je crois. Mais et c'est un super tableau. Hein. Mais juste, c'est vrai que premier. Ouais, Gustave Courbet. Courbet, pas le. The Courbet. Mais du coup, c'est ce moment où, en plus, tu essaies d'être assez spirituel, d'être en mode genre. C'est vrai que c'est hyper. Voilà, ça représente. Non, ouais, c'est vraiment. C'est vraiment. Ouais, bah voilà. Mais bon, bref, repartons sur les sculptures. Non, mais oui. C'est quoi les musées où, toi, si on dit sculpture, tiré de ouf, où tu conseillerais? Autre le musée d'Orsay. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? En vrai. Oh, je sais pas. Attends, je réfléchis. Toi, tu dirais quoi? Moi, je pense que le Louvre, le Louvre, c'est sûr, mais bon, le Louvre pour tout, hein, mais le Louvre, il y a autant des D'ailleurs, n'hésitez pas à voler sculptures, quelques sculptures, les gars, hein, quand vous y allez. Hein. Vous hésitez surtout pas. Hein. Je Après pense que les je pense que vous pouvez le faire en 10 minutes, peut-être. Mais tu vois, là, si ça prend plus de temps. je regarde en face et j'ai un tableau avec C'est des l'amour, œuvres, non? etc. Et j'ai L'amour et Psyché, Ouais. qui est une sculpture que je trouve aussi sublimissime, qui se trouve au Louvre. C'est sur le mythe de l'amour et Psyché. Donc, l'amour, c'est Eros ou Cupidon, selon si on est grec ou romain. Et c'est leur histoire d'amour qui est un peu tragique, mais en même temps qui est un des seuls mythes qui finit bien, puisque du coup, ce fameux baiser qu'il lui donne, c'est pour lui redonner la vie. Voilà. Mais en fait, avant de recommander un musée, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, qui m'a fait penser. J'ai un peu l'impression que les sculptures, c'est un peu genre les OG movies. C'est un peu comme des films pour moi, parce qu'il y a une notion de mouvement qui est complètement différente que ce qu'on peut avoir dans les peintures, tu vois. Ouais. Et en même temps, je pense que sans s'en rendre compte, il y a plein de choses dans notre imaginaire commun qui ont été impactées par les sculptures. C'est-à-dire que si je vous dis David et Goliath, tu vois, genre, don't you think about a sculpture? Parce que moi, je pense à une sculpture, tu vois, qui d'ailleurs n'est-elle pas au musée d'Orsay? I don't know. J'ai l'impression d'avoir vu une sculpture de David, en tout cas, pour sûr. Ouais, sûrement. Parce que moi, du coup, j'étais à Florence récemment, mon grand rêve, et j'ai vu le fameux, le grand David, justement, celui-ci, de Michel-Ange, qui est sublime. Et je suis assez d'accord avec toi sur ce rapport. En fait, je trouve que ça revient sur la conversation sur les histoires, les grandes histoires, les grands mythes qu'on a. En fait, limite aussi, et cette question est intéressante, c'est est-ce que la mise en art, donc là on parle de sculpture, va conférer une espèce de grandeur à une histoire? Est-ce que c'est pas en mettant en art dans d'autres médiums que par exemple l'art oral qu'une histoire va vraiment se consolider et s'ancrer dans la jeunesse, dans l'histoire, dans notre rapport à la société et ce qu'on raconte? En tout cas, elle va traverser l'épreuve du temps. C'est ça, je pense qu'il y a l'oralité, c'est hyper important. Moi, je pense notamment aux Antilles, on est très ancré dans ça. En fait, c'est des histoires qu'on se raconte et qu'on se transmet de génération en génération. Mais je pense qu'il y a tellement aussi d'histoires qui sont perdues parce qu'elles ne sont pas écrites. Et je pense qu'après, tu as plusieurs étapes, quoi. Mais quelque chose qui va faire qu'une histoire va rester dans la postérité, c'est quand même, je pense, finalement, d'une certaine façon, les différentes adaptations qu'elles pourront avoir. Absolument. Et je trouve que la sculpture, il y a vraiment ce truc où, comme je te dis, on a la sensation d'être touché et de presque pouvoir sentir une histoire. Enfin, tu vois, ce mouvement-là, on a mentionné Daphné qui devient en laurier. Enfin, t'as vraiment la sensation de voir la chose se faire sous tes yeux, quoi. C'est complètement dingue. Non, c'est vraiment une sculpture sensationnelle, ça c'est clair. Elle est vraiment zinzin, quoi. Mais encore une fois, adaptation d'une métamorphose. Mais est-ce que j'ai l'impression que ce podcast est en train de devenir un podcast sur la mythologie, but also it's very interesting parce que tu sais c'est quoi, moi, je crois qu'on en a parlé très rapidement au début de notre relation. Mais l'un de mes mythes préférés, tu te souviens c'est lequel ou pas? Mais non. You don't know that? I don't think I've mentioned that to you.
Et en plus, là, Dis-moi ça va être et- gênant parce que j'ai oublié les noms. Dis-moi et je... Mais pitch-le-moi et Je je te dois, le pitch et tu et je deviens. dois Ok, deviner. Vas-y. parce que là, j'ai oublié les noms. Mais vraiment, genre, c'était un mythe qui m'obsédait. J'avais envie de faire une réécriture de ce mythe quand j'étais genre au lycée. J'étais en mode I will make a story about that. C'est l'histoire De la vie. Les cycles éternels. Pardon. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui fait une sculpture. Pygmalion. Qui Pygmalion fait- et Galatée. Voilà. Et je me rappelle. Voilà, Qui c'est fait, bon. qui fait une sculpture. Et il est en mode. Putain, purée, gros mais cerveau. En fait, ouais. Mais gros cerveau, là. Waouh. Yeah, you guys, we're just being us, you know. Mais vraiment, genre, c'est un mec qui fait une sculpture. Et il est en mode, en fait, j'arrive pas à trouver l'amour, genre, que je date. Je swipe, Tinder, Hinge, Bumble, mais en fait, je trouve pas, genre. Et donc, il fait une sculpture, il se dit, mais ça, ce serait vraiment ma femme idéale, genre, la femme de mes rêves. Et dans la peinture, parce que du coup, il y a une peinture de ce mythe où, du coup, tu vois, je spoil pas, mais bref. Et donc, bref, je spoil pas. Et donc, il fait, du coup, cette sculpture, il est en mode, that's the one of my life. Et en fait, il pleure, il dort pas la nuit, il est en mode putain, mais en fait, c'est vraiment la femme la plus belle du monde, mais je pourrais jamais la voir parce que, genre, purely she's not real. Et Afrofro, you know her, Aphrodite, elle est en mode genre, bébé, tu l'aimes à ce point-là? Et genre, Pig, il est en mode, yeah, I do. Et donc, Aphrodite, elle est en mode, you know what? Life. Et genre, Pagalatée qui devient humaine. And they Absolument. fell in love. I mean, they don't tell us that, but Yeah. they become something. Et genre, end of story. Sauf que moi, quand j'étais au lycée, Ouais. parce que j'ai pas besoin de vous préciser que je suis un mec qui, par exemple, pour mon sujet de TPE, j'avais fait avec mes meilleurs potes, la France est-elle misogyne? So, you know. That's what I was gonna say. Je vais kill le mood un But petit peu. please do, parce que Pour, moi, la réécriture que ouais. je voulais faire, c'était But what about Galatée being But I don't Un love objet. you. I don't love you. You don't own me. Do I have to love you? Ouais. Et vraiment, j'avais trop envie d'écrire un peu une sorte de suite, parce qu'il n'y a pas de suite. Bah, Il y a un suite. Madeleine Miller l'a fait. Well, I want to read it. Do you have it? Mais non, je l'ai pas, mais après, ça fait vraiment 40 pages, c'est un novella. Oh! Et je l'ai trouvé sur le web. Putain. Un peu ASMR. Non, mais tu sais que en plus, moi, pour le coup, c'est un Bah, soit les muses zinzin, vraiment. que je ferai un jour sur Galatée et sur la femme objet. Parce qu'en fait, Pitié. ce mythe encapsule, mais vraiment de manière très, très, très quasiment littérale, le rapport du corps de la femme comme femme-objet. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et oui, donc Madeleine Miller en a écrit une novella du Ah, c'est point de ouf. vue de Galatée. Elle a réalisé mon rêve d'ado, en fait. Genre. Voilà, mais tu liras, je serais intéressée d'avoir ton opinion. Déjà, cette madame, à partir du moment où elle écrira enfin, ou du moins elle sortira son livre qui est le prochain, qui est censé être sur Perséphone, que j'attends Oh! énormément. Oui, c'est mes gros cerveaux sur le rapport avec la sculpture. Et moi, tu parlais TPE. C'est pas mon TPE, mais c'est, tu sais, on avait au brevet Le truc d'histoire le de truc l'art. d'histoire de l'art. Tu Alors, sais que ça n'existe plus. Ma sœur n'aura pas Et ça ça, qui c'est est en triste, troisième. parce Et que c'était moi, vraiment tu sais ce que the j'avais love of my life. J'avais mis le Mont Rochemort. Ce qui est hyper random. Genre, je ne suis pas une ricaine. Que faisais-je avec le Mont Rochemort dans mes choix But d'histoire you de l'art? knew someone was not in it. Mais you knew Alexander that Hamilton, how does a bastard, orphan, and a son of a whore and a Scotsman dropped in the... Anyways. Donc, en fait, mais moi, tu sais que j'ai mis le Mont Rochemort parce qu'une partie de moi était persuadée que c'était faux. Que c'était inventé. Parce que j'étais en mode genre... Pas mais toi c'est- qui finalement aurait pu être platiste ou. Non, mais j'étais en mode, mais what do you mean? Il y a des grown men, leur tête Mais meuf, je suis sur une d'accord. montagne. Je suis hyper d'accord. Donc, C'est un type de sculpture qui m'a vraiment choc-barré Mais pendant c'est- très longtemps c'est aussi. dingo ce truc. Parlons-en, quoi. J'étais hyper choquée, j'étais en mode those people Donc, have huge egos. Donc, et moi, j'aimerais dire, voilà, c'est un shout-out à Nicolas Cage, parce que finalement, dans un de ses films, le neveu ou fils du parrain, là, puisqu'il fait partie de la super famille des Coppola, Ouais. a fait un film sur la déclaration d'indépendance, et à un moment, il se retrouve devant le Mont Rochemort, et j'étais en mode, You said, oh, j'étais histoire en de mode, l'art. genre, histoire de l'art. Et donc, ouais, c'était un de mes sujets d'histoire de l'art, c'était Mont Rochemort. Mais j'avais des sujets très funky. But that's very funny. Donc, Moi, j'avais des trucs plus dark, genre Autodix, of course. Gueule cassée,
Autodix. J'avais quoi? J'avais Un secret, un Ok. livre de Philippe Ouais, Grimbert. Grimbert. Mais je t'ai dit ou pas que du coup ma soeur l'a lu là? Mais oui, j'ai écouté Mais ton j'étais- podcast. T'en parles dedans? Oh my god, I forget what I'm saying online. Non, mais oui, Mais oui. ouais, mais Ouais. oui, il y avait Un secret et du coup, ouais, bref. Mais moi, j'ai Ouais. adoré l'histoire de l'art. C'était vraiment l'une de mes épreuves préférées ever de ma vie Mmh, entière, mmh. genre. Bah, moi, en fait, on était en duo. Et ça se voit tellement ce que moi j'ai choisi et ce que elle a choisi. Parce que du coup, elle a choisi Guernica et la Tour Eiffel. Et moi, j'ai choisi I Have a Dream de Martin Luther King. Non, mais j'étais ricaine en fait. Mon Rochemort et Mulan. Mais Mulan, Mulan. le dessin animé. Et j'avais fait tout un plaidoyer sur le rapport donc avec le féminisme parce que dès mes 14 ans j'étais la grande féministe de la classe et j'étais en mode en fait qu'est-ce que raconte Mulan, comment les femmes sont représentées, et j'avais fait un rapport c'est hilarant. J'avais fait un rapport donc avec l'histoire de base, la légende de femme Mulan. Et l'autre truc, j'avais fait un rapport avec le concept de la femme libérée. Donc j'avais non seulement parlé de la chanson, mais fait voilà tout un rapport sur le féminisme et comment la chanson comme un homme dépeint des dynamiques, etc. Donc voilà, J'adore. c'était moi l'histoire de l'art et Mulan. Finalement, est-ce que c'est pas le Je nom pense d'un... qu'on devrait faire un épisode spécial où on retrouve genre des dissertes qu'on a fait au collège et au lycée Incroyable. et on les lit. Mais après ce podcast, je vais te montrer un truc en off. Ouh Tu vas die. Je pense que là, il faut qu'on... C'est le moment de wrap up. Faut qu'on wrap up et qu'on vous fasse une reco. Ouais. Une seule reco de... on vous a parlé 50 milliards de fois du musée d'Orsay, Oui. qui est genre notre babe, notre fave. Et donc, du coup, on vous proposait chacun de vous faire une reco d'une sculpture à voir absolument là-bas. Je te laisse commencer. Alors, moi, j'aimerais vous parler d'une sculpture qui est assez mainstream, I'll admit. Que pareil, vous pouvez voir tout au fond de ce hall quand vous entrez au musée d'Orsay, qui est les 4 parties du monde soutenant la sphère céleste. C'est donc une sculpture de Jean-Baptiste Carpeaux qui a été faite en 1872. Et en fait, je suis in love de cette statue parce que je pense que pour la première fois de ma vie, je voyais différentes ethnies en fait représentées dans des sculptures. Parce que, enfin, on l'a pas trop dit, mais du coup, il y a ce rapport au corps, mais aussi ce rapport à la représentation aussi des standards de beauté, etc. Moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est de voir les évolutions des standards de beauté à travers les sculptures. Notamment, je pense au corps de la femme, où en fait, ce qui était très beau à l'époque, par exemple à l'époque de l'Antiquité, c'était un corps avec un ventre qui était présent, des hanches, et je trouvais ça très intéressant. Mais donc voilà, c'est essentiellement des corps blancs. Et en fait, à travers cette sculpture, bah, c'était pour la première fois de ma vie que je voyais des personnes asiatiques ou des personnes noires. Alors bon voilà, on n'est pas non plus au max de la représentation, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et puis surtout, c'était des couleurs différentes aussi, vu que c'est une sorte de plâtre gommé, de plâtre gomme laqué. Enfin, c'est pas une sculpture qui est blanche. Donc en fait, il y avait vraiment du relief et une proposition que je trouvais vraiment intéressante. Et donc en gros, voilà quoi, c'est l'allégorie de plusieurs continents. Donc t'as l'Europe, t'as l'Asie qui a une longue natte, t'as l'Afrique qui est de 3/4 et t'as aussi l'Amérique avec des plumes. Donc c'est très cliché sur plein d'aspects, mais c'est une sculpture que j'adore. Voilà. Et toi? Et moi, je vais parler de la Bacchante couchée d'Augustin Moreau-Vautier, qui est une sculpture. Donc, quand je parlais de mon rapport à la sculpture, il y a ce rapport vraiment au corps et à la chair, en fait. C'est un truc qui me fascine. Et donc, bien sûr, on va parler de mythologie, puisque les Bacchantes, c'est les femmes qui suivaient Bacchus ou Dionysos, le dieu de la fête, de l'excès, du vin et des plaisirs. Mon bébé. Oh. Exactement. Et en fait, moi, ce que je trouve... Et je parle de cette œuvre-là parce que je la trouve sublime et qu'elle est à Orsay. Mais en fait, ce qui est trop bien avec cette représentation des Bacchantes, c'est que les Bacchantes sont représentées énormément en sculpture. Et là, on la voit coucher un peu en extase. Et je trouve que c'est beau aussi de montrer quelque chose d'extrêmement émotionnel, de montrer quelque chose qui est un état d'âme. Et puis j'adore, en ce moment je suis très focus sur les Bachantes. Je dirais pas pourquoi, je le dirais peut-être à l'épisode sur les comédies musicales, mais moi je trouve que justement c'est cette beauté du corps, cette beauté de l'état, cette beauté du ressenti, et en fait tu t'es touché
par ce qui se passe sur ce marbre en vraiment un coup d'œil, un clin d'œil. Et je trouve que c'est sublime. Et puis c'est mythologique. Donc voilà, Tout y est, quoi, finalement. tout y est. Bon, les guys, on doit vous dire au revoir. Bon bah voilà, hein. Vous avez été avec nous pendant une 40aine de minutes et maintenant, vous aussi, vous savez tout. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez absolument pas à vous abonner au podcast et aussi à mettre plein d'étoiles, à le noter, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où vous nous écoutez, ça nous fera très plaisir. Oui, et d'ailleurs, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube avec le @podcast omniscient. On adore vous parler là-bas, on vous partage non seulement plein de vidéos très fun et d'extraits du podcast, mais on vous partage aussi surtout un post qui encapsule toutes nos recommandations et toutes les œuvres dont on a parlé. C'est quelque chose qui nous a été demandé et on le fait avec plaisir. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on est très très bavard, donc n'hésitez pas à bablater avec nous et nous parler de vos petites obsessions et hyperfixations culturelles. Nos DM sont ouverts et voilà, on vous fait de gros bisous. 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 Yeah. Yeah, actually, yeah. No, because we ate.